Quant à la troisième question, je pense que quand on parle une langue, on peut valablement en faire la critique. J'estime que le mot déstabiliser a été employé trop souvent et pas à bon escient. Car en définitive, déstabiliser n'est pas effacer de la carte, ce n'est pas détruire, ce n'est même pas dépersonnaliser. Déstabiliser, c'est quelque chose qui était debout, qu'on fait tomber, mais qui peut se remettre debout. C'est pour ça que quand je parle de déstabilisation, je ne parle pas de renversement. Dans mon esprit, c'est une mauvaise période à passer pour un pays comme pour un être humain. Paul Baltin. Oui, cela étant pour la Tunisie, s'il y avait, je pense que notre ami Naon parlait d'une déstabilisation du régime, du gouvernement, oui, ça pourrait modifier tout de même l'équilibre au Maghreb. Je ne vois pas le récipiendaire du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale si le régime était changé. Oh, il y a toujours des imbéciles qui courent pour prendre la tête d'un État. Alors là, je peux vous dire que ceux qui y vont en courant, c'est vraiment des imbéciles. J'en sais quelque chose. Je préférerais beaucoup plus me reposer Mais, supposons qu'on trouve un récipiendaire pour prendre le pouvoir ou l'administration à Tunis. Qui aurait-il derrière lui? Il va gouverner 6 millions de Tunisiens avec 200 000 hommes. On l'a déjà vu, Majesté. Où? Des gens qui gouvernent sans l'accord du peuple. Pas dans des pays ayant une tradition historique. Vous ne le verrez jamais au Maghreb. Ou alors il faudra avoir quadrillé toutes les villes, toutes les campagnes, toutes les montagnes, pas au Maghreb. Quand on est un substratum, vous pensez, vous, que la France pourrait être... tous les Français avaient la peur de la gauche, mais laissez faire et supposons que la gauche vienne. Vous croyez que la gauche serait, étant venue au pouvoir, aurait pu déstabiliser les Français? Tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. Comment? Tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. La démocratie... On a déjà vu les prises de pouvoir par les armes, sans le peuple. Par exemple. Je parle par exemple de Centrafrique. Centrafrique, ça n'existait pas. Le Bénin. Ça n'existait pas. Bien, de toute façon, on parlera tout à l'heure du dossier africain. Je disais tout à l'heure, Majesté, le monde bouge, les choses changent. Peut-être sont-ils en train de changer au Proche-Orient en ce moment, ou peuvent-elles changer au Proche-Orient en ce moment? Le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, a la semaine dernière prononcé le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Est-ce que vous pensez que cette initiative du président français est de nature à relancer le processus d'une négociation globale au Proche-Orient, malgré peut-être l'attitude en ce moment restrictive des Israéliens? À mon avis, la déclaration du président de la République française est une déclaration qui est vraiment capitale, car elle fait prendre un virage. Pourquoi capitale? Parce qu'elle entraînera certainement l'adhésion de l'Europe. Dans cette affaire des Arabes, des Israéliens, la France a toujours été considérée depuis le général de Gaulle comme étant le chef de file de l'Europe. Cette attitude prise par la France a dû rester corroborée par l'Allemagne. Elle amènera donc l'Europe à prendre conscience et de peser sur les États-Unis. Si l'on ajoute à cela que l'Europe, tout en ayant condamné l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, n'a pas pris l'attitude d'animosité à l'égard de l'URSS, ça peut peut-être tout ça rouvrir une porte à la conférence de Genève. Car penser que la solution au Moyen-Orient puisse être trouvée sans l'URSS, c'est à mon avis être assez nébuleux ou vivre dans les fantasmes. Donc, supposons, en politique rien n'empêche de rêver. Rêvons ensemble. Supposons la Russie réintégrée grâce à l'Europe, réintégrée dans le circuit Moyen-Orient. À ce moment-là, et dans le cadre de Genève, ou de toute autre capitale, à ce moment-là, continuons à rêver, puisque toute chose étant changée, et ayant changé, rien n'empêche l'Égypte de rejoindre la famille arabe. Et on dit, bon, eh bien, on efface tout et on recommence. On ne recommence pas à faire la guerre, non, pas du tout. Mais on recommence à repartir sur des négociations. Et rien n'empêche de prendre dans les accords de Camp David, ils ne sont pas tous mauvais, un paragraphe ou deux comme base de départ, mais à condition que le préliminaire et que le
premier article, cite et s'occupe des Palestiniens. Non, pas tard. Sire, est-ce que ça a été une des bases de vos discussions toutes récentes en Irak? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, le président Giscard d'Estaing n'avait pas fait sa déclaration. L'Europe n'avait pas encore commencé à prendre le chemin. Et le temps était trop court. Le président Saddam est un homme très ouvert. C'est un homme qui incarne la raison. Peut-être même pourrait-on l'appeler le cartésien. Ça peut surprendre, mais l'Irak d'aujourd'hui n'est pas l'Irak d'hier. Il aurait fallu peut-être 2 jours de discussion pour arriver à tracer ou à rêver ensemble. Nous avons parlé du concret. Si nous étions restés un peu plus ensemble, nous aurions peut-être rêvé tous les deux, parce que en politique, il faut imaginer. Alors, et ce que je vous dis là n'est pas tellement ce front du improbable. refus, Majesté, malgré tout, dont l'Irak est quand même l'animateur, n'a pas tellement un bilan positif à mettre à son actif. Ah pardon, l'Irak a toujours refusé d'être parmi le front du refus. L'attitude irakienne est dictée par 2 choses. La première, c'est que c'est encore le seul pays arabe qui n'a pas repris ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Et le deuxième élément de son attitude, c'est que c'est le seul pays arabe qui n'est pas reconnu encore la 242. C'est-à-dire la résolution qui était votée au Conseil de sécurité en 67 Exactement. Et qui reconnaissait les frontières. Il est certain que si on arrivait à avoir une résolution 242 parlant des Palestiniens comme ayant des droits et non pas comme étant des réfugiés, je suis à peu près certain que si, comme l'a dit Saddam du reste quelques jours avant que je n'arrive, il a fait une déclaration disant qu'il était impensable que l'Irak n'ait pas de relation diplomatique avec la plus grande nation du monde, il l'a dit publiquement. Si donc ces 2 facteurs étaient réunis, mais le front du refus n'existerait plus parce que l'Algérie ne pourrait plus continuer, Kadhafi, bon, n'en parlons plus. Alors il resterait la Syrie, la Syrie serait englobée dans le processus commun. L'OLP étant reconnu et devenant interlocuteur, ne pourrait pas refuser. Donc en somme, c'est trop beau pour être vrai, c'est pour ça que j'appelle ça un rêve. Est-ce que vous pensez que les Israéliens pourraient accepter ce processus que vous êtes en train de nous décrire, Majesté? Je pense que pour les Israéliens, il y a 2 points importants. Lorsque nous disons paix, eux parlent sécurité. Je pense que dans ce domaine, la garantie des 5 puissances du Conseil de sécurité, la garantie de l'Europe, des garanties globales et bilatérales pourraient faire que pour eux le mot paix soit le mot paix et non pas sécurité. Le deuxième problème pour les Israéliens, pour eux il n'est pas question de paix seulement, ils parlent aussi de la nature de la paix. Quand ils disent paix, ils disent non, nous voulons que les frontières soient ouvertes, qu'il y ait libre circulation des biens et des richesses, qu'il y ait représentation diplomatique, donc c'est la nature de la paix. Je pense personnellement que ce deuxième point est plus un point psychologique qu'un point d'achoppement juridique. Et lorsque toute cette affaire-là sera démystifiée, et quand je dis démystifiée, j'emploie bien le mot, je dirais même exorcisée, il faut que Satan sorte de cette histoire-là, et qu'il s'en aille. Je pense que les fils d'Abraham pourraient espérer. Donc vous pensez qu'en cette année 1980, on est beaucoup plus proche d'une solution de paix que l'année dernière? Non, l'année 80, c'est l'année des élections. En Amérique, oui, en outre, il y a tout de même, on s'en aperçoit avec l'Égypte, il y a des réactions populaires qui font que la normalisation ne peut pas se faire rapidement, ni du jour au lendemain, et que cela risque de prendre du temps. D'autre part, il y a tout de même ce réveil, ou cette vague d'activisme musulman et nationaliste qui secoue quand même le monde à la fois arabe et musulman, qui peut être aussi un élément de difficulté, une difficulté supplémentaire à parvenir à la paix. Incontestablement. Cette difficulté étant elle-même d'ailleurs le résultat peut-être de l'attitude passée d'Israël. Enfin, je crois qu'il y a une dialectique entre les 2 choses. C'est-à-dire que le problème, à mon avis, de ce réveil musulman dont vous parlez, le réveil n'a pas été le réveil des musulmans, c'était le réveil des minorités musulmanes. Ça a été le réveil des chiites. Et la Shia représente seulement 10% du monde musulman, 90 millions sur 900 millions. Ce réveil n'a pas été un réveil spontané. On est allé chatouiller la queue du diable.
sachant pertinemment qu'au cours de toute l'histoire de l'islam, ces minorités ont posé des problèmes aux autorités musulmanes sunnites, que ce soit les califes omeyyades ou les califes de Bagdad sous les Abbassides, ou que ce soit l'Empire ottoman. Donc si on laissait ces minorités se calmer, et si on ne les agitait pas pour d'autres raisons que pour l'islam, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Certes, le démarrage du dialogue est toujours plus difficile. Le tout, c'est de mettre le pied à l'étrier. Majesté, doit-on comprendre, d'après tout ce que vous venez de dire sur le Proche-Orient, qu'après avoir regardé avec une certaine sympathie, même encouragé le président Sadat dans son voyage à Jérusalem, que le Maroc se range maintenant dans le clan du refus? D'abord, je maintiens une chose, c'est que, et je rends hommage au président Sadat pour sa délicatesse, je n'ai pas eu à l'encourager car j'ai, comme tout le monde, je vous l'ai dit plusieurs fois, été tenu à l'écart de ce voyage. Il a tenu à n'engager personne de ses amis par délicatesse et aucun des chefs d'État arabes ne savait qu'il allait à Jérusalem. André Potard. Deuxièmement, je ne me suis pas mis dans le front du refus. Seulement, je n'avais pas donné en tant que chef d'État arabe mandat général et permanent au président Sadat pour négocier à la place des Arabes. Vous avez dit tout à l'heure que le président Sadat s'est éloigné du camp arabe, l'Égypte s'est éloignée du camp arabe. Ah oui. Vous le pensez toujours? Du plan arabe, oui. Parce que j'estime que s'il nous avait dit, s'il avait écrit à la Ligue arabe en disant « Moi je ne souscris pas aux 4 points du programme arabe, je vais discuter bilatéralement. Je vous demande de me libérer de mes liens au sein du monde arabe. » Peut-être que l'attitude sentimentale aurait été la même, mais notre attitude objective en tant qu'État aurait été certainement moins dure. Mais il ne nous l'a pas dit, il nous a mis devant un fait accompli, que ce soit ses amis ou ses adversaires. André Potard. Sire, entre le voyage à Jérusalem de M. Sadat et les accords de Camp David, pensez-vous qu'on soit passé à côté, de très près de la paix, et à qui en est la responsabilité? Ah oui. Bien, au lendemain du voyage de Sadat à Jérusalem, j'ai été le premier à applaudir. Et je crois que j'ai plus au fond de moi-même, maintenant j'analyse, j'ai plus applaudi le réalisme et l'opportunisme d'Israël que le courage de Sadat au fond de moi-même. Mais il se trouve que ce jour-là, le génie d'Israël était en panne. Et il n'y a pas eu dans les 2 jours ou 3 jours qui ont suivi une relève pour faire la relance, mais une réponse ou une relance aussi généreuse, aussi courageuse, aussi porteuse d'éléments positifs. Je pense que c'est le génie d'Israël qui ce jour-là a eu un collapsus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Roger Bouzinac. Majesté, vous venez de qualifier de capitale la prise de position du président Valéry Giscard d'Estaing, prônant le principe de l'autodétermination. Par voie de conséquence, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'autodétermination, ce sera la création d'un État palestinien. Vous avez remarquablement analysé la psychologie israélienne en déclarant qu'il fallait essayer de leur faire comprendre que la paix c'était leur sécurité. Mais il y a aussi les extrémistes de l'autre bord, ceux qui considèrent qu'il y a incompatibilité fondamentale entre le maintien d'un État israélien et la création d'un État palestinien. Alors est-ce que vous croyez être en possibilité d'exorciser le démon, puisque tout à l'heure vous nous aviez laissé entendre que vous pouviez exorciser le démon du côté, enfin tout au moins d'appréhender les problèmes israéliens, mais est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire comprendre aux extrémistes de l'autre bord que quand même la paix doit aller dans la voie du maintien de l'État israélien? D'abord, je ne pense pas avoir dit que j'exorciserais moi-même, parce que je n'ai pas cette prétention, je n'en ai pas les pouvoirs sacerdotaux en plus. Et je crois que j'ai parlé à l'indéfini, je n'ai pas dit je. J'ai dit, je pense qu'il faut exorciser. Vous savez, les extrémismes, c'est comme les plantes. Il leur faut leur écologie. Mais quand on crée une écologie équilibrée, l'extrémisme n'a plus asile là où il était. L'extrémisme ne bourgeonne et ne grandit et ne s'épanouit que dans une écologie particulière, d'instabilité, de manque de confiance et de conspiration continue.
Je pense personnellement que cet extrémisme fera du mal au premier pas vers la paix, qu'il cherchera par tous les moyens à faire que cette région du monde continue à manger ses dollars en armement et en réalisation non productive, mais je suis sûr que si toutes les nations de la région, alors avec la responsabilité d'une nation, décident de la paix, avec naturellement la satisfaction des différentes exigences, je suis à peu près certain que l'extrémisme s'en ira. Encore deux questions rapidement sur le Proche-Orient, Paul Balsa. Oui. Comment voyez-vous la création de cet État palestinien? Est-ce qu'il pourra coexister avec la Jordanie? Où est-ce qu'il se situera? Est-ce qu'il ne sera pas gênant un petit peu pour les différents voisins de la région? Je pense que si on crée vraiment un État palestinien et qu'on ne triche pas au départ, voyez-vous, c'est très important. La naissance d'un État, c'est comme la naissance d'un enfant. Il faut que le pédiatre vraiment, ou que les pédiatres nous avons vu au traité de 1919, quand on a voulu refaire l'Europe, les 7 faits n'étaient pas présentes. Si donc les 7 faits étaient présentes pour la naissance de cet État palestinien, si on lui donne toutes les possibilités de grandir et de se développer, il cohabitera plus et plus intimement avec Israël qu'avec la Jordanie. Si vous faites comme ça, j'ai l'impression que vous le pensez vous aussi. Mais est-ce que vous pourriez être un de ces pédiatres? Comment? Est-ce que vous pourriez être un de ces pédiatres? Moi, je ne refuse jamais mon concours quand c'est pour quelque chose de sérieux. Je voulais vous dire, puisque nous parlons de l'autodétermination du peuple palestinien, c'est là-dessus que butent actuellement les négociations entre les... Je craignais que vous me disiez pourquoi n'acceptez-vous pas celle du peuple sahraoui. On allait peut-être la poser. Moi, je m'en tenais à la première idée, et je voulais vous dire comment se fait. En fait, c'est là-dessus que butent les négociations actuelles entre l'Égypte et Israël dans le cadre des traités de Camp David. Alors, lorsqu'on parle d'autodétermination, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement supprimer la procédure actuelle israélo-égyptienne, ou est-ce que ça veut dire qu'on soutient simplement l'Égypte dans sa recherche d'une autodétermination avec Israël, ce qui conserverait tout de même la paix séparée qui vient d'être obtenue? Si on veut faire quelque chose de partiel, si on veut bricoler, excuse du terme, on n'a qu'à continuer à faire une guerre byzantine sur l'autodétermination. Est-ce les Palestiniens de l'intérieur ou les Palestiniens de l'extérieur? Nous l'avons vu, prenons le cas de l'Algérie. Aucun gouvernement n'acceptait d'entrer dans les négociations si le FLN ne se réunissait pas, militaire et civil. Je le sais parce qu'il se réunissait soit à Oujda, soit à Tripoli, soit à Tunis. Donc on tient toujours compte des gens de l'extérieur. Et le jour où on tiendra compte des gens de l'extérieur, ce jour-là, le problème sera pris dans sa globalité. Mais en allant comme ça, avec les petits pas, on bricole. C'est mon point de vue. Paul Naon. Majesté, vous avez ri il y a quelques instants. Je vous pose quand même la question, pourquoi accepter l'autodétermination sur le problème des Palestiniens et pas accepter l'autodétermination sur le problème des Sahraouis? Si la France disait demain, derrière l'Europe, il faut que les Sahraouis s'autodéterminent. C'est vous qui avez posé cette question. Ouais, alors, si la France le faisait, je dirais à Giscard, écoutez mon cher ami, vous exagérez, on s'autodétermine pas, c'est tout. Non, le problème n'est pas là. Justement, j'ai fait en sorte que vous me posiez la question. Parce qu'on ne peut pas comparer 6 millions d'individus hyper développés intellectuellement. C'est là où l'analphabétisme est, d'après l'UNESCO, le moins existant, d'abord. Ils sont alphabétisés à 99, quelque chose. Ingénieurs, médecins, chercheurs, prix Nobel. Ils étaient 70 000, j'en ai 45 000. Les autres sont allés en Mauritanie et vous allez donner l'autorisation à 10 000 ou 15 000 personnes pour faire un État. Si vous avez survolé le Sahara, qui va les faire? Qui va les nourrir? Le sable. Majesté, après tout, j'étais il y a quelques jours à Qatar. Les Qataris sont 25 000. Les Bahreïnis sont un peu plus nombreux, mais pas tellement nombreux. Oui, mais ils ont toujours constitué une entité. Et le jour où on a créé l'État de Bahreïn, ou l'État de Qatar, ce sont toutes les tribus qui voulaient être Qataris ou Bahreïnis, qui se sont dans un mouvement tribal rassemblés. Et la preuve que les 25 000 ne constituent pas, c'est que les Qataris et les Bahreïnis
sont presque occupés par la main-d'œuvre intellectuelle ou physique étrangère. Il y a plus d'étrangers à Qatar et à Bahreïn qu'il n'y a de Qatar et de Bahreïn. Le drame pour le Koweït, pour tous les Émirats, c'est que le national est au moins la moitié ou le tiers quelquefois des étrangers qui y travaillent. Et vous appelez, alors là, je crains la déstabilisation. Voilà un cas de déstabilisation. Oui, Ce que je n'admettais pas pour la Tunisie. Cela étant, ce qui m'a frappé, puisque j'ai été du côté de Tindouf, dans les camps des réfugiés, j'étais à Nouakchott, en Mauritanie, et vraiment ce qui m'a beaucoup frappé, mais comme une évidence, et je l'ai écrit, c'est cette parenté entre, si vous voulez, Mauritaniens et Sahraouis. Il y a quand même là une entité, une personnalité, un ensemble. Mais M. Balta, je suis très heureux de vous l'entendre dire parce que vous ne faites que confirmer ce que j'ai toujours dit. Le Polisario est mauritanien. Il ne faut pas oublier que c'est la Mauritanie, l'Espagne et l'Algérie qui en 1972-73 ont créé le Polisario. Et le Polisario constitue maintenant un danger énorme pour la Mauritanie. Parce que ce sont tous des Mauritaniens. Et le Polisario maintenant est devenu plus une idéologie qu'un mouvement de subversion. C'est le Polisario, c'est-à-dire un côté socialiste, sahraoui, révolutionnaire et autres. Alors, là aussi, alors là, nous n'allons pas rêver, mais nous allons supposer, ce qui est déjà plus près du terrain, supposons que la fraction Polisario d'une partie de la population de Mauritanie prenne le pouvoir. Rien n'est plus facile, parce que rien ne représente le pouvoir. Et qu'elle appelle à ce moment-là, comme en Afghanistan, certaines autorités ou certaines puissances à venir nous donner un petit coup de main. Où irions-nous? Et ça, ce n'est pas improbable. Que feriez-vous dans ce cas? Comment? Que feriez-vous, Majesté, dans ce cas? Que ferait le Maroc? Le Maroc renforcerait ses frontières du côté de Dakhla, au sud du Sahara, et attendrait. Mais de toute façon, à ce moment-là, il ne s'agit pas du Maroc, il s'agit de leur Afrique, et je ne peux pas tout seul donner le coup d'aspirateur. Il nous reste encore très très peu de minutes, Majesté, il y a encore tellement de choses à vous demander. J'y peux rien, c'est donc bon. on va essayer, mais je sais qu'il pose la question. Et en quelques minutes, il faudrait quand même évoquer aussi ce qui traverse l'islam aujourd'hui, l'affaire iranienne, la révolution iranienne qui secoue le monde islamique, et aussi l'Afghanistan et la résistance afghane à l'invasion soviétique, et qui est soutenue par pratiquement la majorité des pays musulmans. Dans tout ce courant qui secoue en ce moment l'islam, vous qui êtes un des leaders spirituels de l'islam, où vous situez-vous? Par rapport à l'affaire d'Afghanistan, j'ai été très clair. J'ai dit à nos amis soviétiques, soit en tête-à-tête, soit ma délégation publiquement, qu'il était inadmissible pour nous, quels que soient les motifs présents ou futurs, et quelles que soient les raisons stratégiques, économiques ou autres, il était impossible pour nous d'admettre qu'un pays musulman, quel que soit son régime, puisse être occupé par les armes par notre pays. Ça, c'est l'attitude à l'égard de Dieu de l'Afghanistan, elle est claire, elle est nette. Elle n'est pas la mienne seulement, elle est celle du monde islamique tout entier. Concernant les événements d'Iran, les événements d'Iran ont consisté à réveiller un dragon qui sommeille. Et je crois que s'il y avait eu la moindre tentative de dialogue, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, entre le Shah et certains religieux, pour revoir la constitution de 1906, je ne dis pas l'appliquer complètement, mais la revoir, l'amender, nous n'en serions pas là. Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'Iran est chiite. Il ne faut pas oublier que la Shia n'est pas orthodoxe. Et il ne faut pas oublier que la Shia est très absolue. Non. Ce qui fait la différence entre la Sunna et la Shia, c'est que la Sunna est tolérante. C'est-à-dire la majorité des musulmans et la minorité iranienne et irakienne. C'est ça, sont chiites. Et la Shia est absolue. La Sunna est tolérante. Alors, dès qu'on a réveillé le dragon s'est réveillé avec ses flammes et son intolérance. Sire, les Jeux Olympiques, irez-vous ou n'irez-vous pas?
Moi, je n'ai pas de représentant aux Jeux Olympiques. Donc vous ne direz pas de toute façon. Non, non, je ne dirai pas de toute façon. Bien, je crois qu'il faut quand même arriver à parler un tout petit peu de l'Afrique, même s'il ne reste que 5 minutes. Non, mais je m'excuse d'être un peu long, mais par respect pour le téléspectateur. Mais je crois qu'il faut Je expliquer... suis obligé d'être clair si je veux vraiment expliquer ma pensée sur un certain nombre de Je crois que vous l'avez été, et nous vous en remercions. L'Afrique, il faut peut-être aussi, parce que là aussi il y a des tentatives de déstabilisation, et on parlait de Kadhafi au Maghreb, il est aussi parfois présent au niveau de l'Afrique noire, et on l'a bien vu en Centrafrique. Alors, l'intervention de la France en Centrafrique a fait poser question à nombre de pays africains et à chefs d'État africains, où on entend parler, lorsqu'on se promène, d'actions néocolonialistes de la France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment les Africains peuvent se prémunir sur des interventions extérieures, sinon en faisant appel à leurs alliés? Mais dans ce cas-là, je serais moi aussi un néocolonialiste. Je suis allé au Shabbat 2 fois. Non, il faut vraiment faire la différence. Mais à l'appel des Occidentaux ou à l'appel des pays africains? Non, à l'appel des pays africains. Moi, je ne vais qu'à l'appel des autorités légitimes. La preuve, nous sommes à couteau tiré avec le Bénin. Mais supposons que le président Kirikou ait demain un mauvais coup dans son pays et qu'il demande officiellement au Maroc d'envoyer un contingent. Je l'enverrai. Parce qu'après tout, je ne veux pas être plus béninois que les Béninois. Mais ce que je n'admettrai pas, c'est les hold-up. Je n'ai pas les hold-up et j'estime que l'Afrique est devenue un champ de hold-up politique un peu trop fréquent. Quel est le brigand? L'Union soviétique? D'abord, le brigand, c'est la façon dont ont été formés tant qualitativement que quantitativement les cadres africains. Quand la France et l'Angleterre sont partis, vous avez laissé le vide. Voilà, à mon avis, le premier profiteur du hold-up, c'est le vide. Mais enfin, l'histoire ne se refait pas, comme dirait Mauriac, comme un devoir de français. Oui, l'Union soviétique, c'est fort possible. Ou Cuba. Puisque maintenant, Cuba veut apparaître comme n'étant pas le fils aîné du Kremlin, mais comme étant un homme adulte. Enfin, beaucoup de gens veulent... Mais à votre avis, Majesté, comment justement les Africains peuvent se prémunir de tout cela? Les marchands d'armes. Il n'y a rien de plus puissant dans le monde que les marchands d'armes, de plus riches. Mais est-ce que l'Afrique peut s'organiser pour se défendre contre cela? Oui. À mon avis, elle pourrait s'organiser à condition qu'elle veuille jouer le jeu de la démocratie. Si elle joue le jeu de la démocratie, elle pourra se prémunir car elle guérira d'un mal qu'elle porte en elle-même, c'est le tribalisme. Il nous reste 3 minutes, donc on va poser 3 Alors je vais vous poser une question très rapide sur le allez. pays dans lequel nous nous trouvons, si Alors, allons-y. qui est le vôtre, le Maroc. Qui est le vôtre aussi. Alors vous tous. Celui de nous tous. Je voudrais simplement vous demander ceci. On parle beaucoup de la hausse des prix, de la hausse continuelle des prix. On parle aussi beaucoup des difficultés que peuvent avoir, dans certains cas, les masses à se ravitailler en certains produits. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand vous pensez que cette évolution pourra s'arrêter et que l'on arrivera tout de même à... Les prix, alors, plus les prix sont une chose et la pénurie en est une autre. La pénurie, je peux m'inscrire en faux concernant la pénurie. Les marchés, les souks, partout sont ouverts, vous pouvez aller voir, que ce soit depuis les monceaux de fruits jusqu'aux monceaux de légumes et de viande, ça, la pénurie. Mais seulement le prix. Quand nous faisons une tomate, nous faisons marcher un petit tracteur. Quand on fait marcher le petit tracteur, le fioul a augmenté. Et celui qui nous vend la pièce détachée du petit tracteur, nous l'avons augmenté parce que le fioul a augmenté. Donc, le monde est fou sur le plan énergétique. Et cette indiscipline de l'énergie a fait que les effets multiplicateurs des prix se retrouvent partout, même chez le fabricant de rouge à lèvres. Majesté, vous aviez promis dans plusieurs de vos discours de vous attaquer aux privilèges dans votre pays. Vous l'avez fait d'une certaine façon. Mais quand on vient souvent au Maroc, on est quand même bien obligé de constater que les riches sont toujours aussi riches, et si j'ose dire, les pauvres toujours aussi pauvres. Non. Et que le fossé s'élargit, Majesté. Le fossé s'élargit, effectivement. On a l'impression que vous ne faites rien. Non, on ne peut pas. Le problème est beaucoup plus profond et il faut faire il faut le résoudre d'une façon légale et définitive, et pas d'une façon démagogique, dire allez, je vous enlève la moitié de ce que vous possédez. Ça ne suffirait pas à enrichir les autres. Non,
Il y a dans notre secteur, comme vous le savez, je vais aller très vite, le secteur public, le secteur semi-public et le secteur privé. Le secteur public, ce sont nos fonctionnaires, bon, on n'y touche pas, déjà on voudrait pouvoir augmenter leur salaire. Mais il y a le chancre de cette histoire-là, c'est le secteur semi-public. Ce sont les offices, ce sont les établissements publics, ce sont leurs filiales. Alors cela, nous sommes en train de régler leurs problèmes juridiquement en regardant chaque office, chaque établissement public, et je pense que d'ici la fin de l'année, la hache va tomber, il y en a que nous supprimerons, il y en a que nous étêterons, mais de toute façon, d'ici fin 80, je vous demande de revenir, et nous ferons à ce moment-là tranquillement sur une petite interview, un bilan, et vous verrez que nous aurons économisé plusieurs dizaines de milliards. Majesté, si je puis me permettre, vous dites souvent à juste raison que votre pays est une des seules démocraties de la région. Alors pourquoi, si vous tenez véritablement à cette appellation de la démocratie, ne pas libérer certains prisonniers politiques? Je vous donne un exemple, par exemple, on a beaucoup parlé en Europe et en France, le poète Abdelatif Labi, qui était incarcéré depuis 62 pour délit d'opinion. Et puis il y a Serfati aussi. Non. Oui, Serfati. Oui, alors Serfati, je le garde. C'est pour le protéger, parce que si je le lâche, il le lynche. Il a été parmi ceux qui ont dit que le Sahara n'était pas marocain. Vous voulez que je le relâche? Mais il est malade, et j'ai l'impression... Non, écoutez, c'est un Marocain, c'est une affaire intérieure, c'est pas parce qu'il est juif qu'on va en parler. Chez moi, il n'y a pas de complexe de juif. Il n'y en a jamais eu. Le juif est marocain comme le musulman. Bien, je crois qu'il y aurait peut-être encore d'autres questions à vous poser, Majesté, mais l'heure est écoulée, je dirais même on a légèrement débordé. Je crois que surtout, toutes ces questions qui sont très importantes en ce moment, vous avez répondu avec beaucoup de franchise et beaucoup de réflexion, et je crois que nos auditeurs seront très éclairés sur tous ces points. Messieurs, je vous remercie. Prochain face au public, mercredi prochain, avec Anne Monmer, secrétaire général de la CFDT. Ça changera un peu. Il est ici, c'est pour ça que